Merci à tous et à toutes d'être là. Donc, c'est une première soirée d'information sur la consultation du sage Vilaine qui est lancée depuis aujourd'hui et qui se finit le 14 novembre. L'objectif, là, c'est de vous informer sur un peu les grands éléments du sage, sa portée, qu'est-ce que c'est que ce sage, qui est concerné, et de savoir un peu comment contribuer. Euh, Moi, je suis Pauline Pénobert et je travaille pour l'association Eau et Rivières de Bretagne. Et c'est à ce titre-là que je siège au sein de la commission locale de l'eau du Sage-Vilaine. Et j'ai suivi toute sa revision. Donc, je connais pas mal le dossier, mais il y a d'autres personnes qui sont autour de la table qui pourront aussi vous renseigner si vous avez des questions. Donc, je vais d'abord un peu vous rappeler les grands éléments de l'eau, le contexte réglementaire, qu'est-ce que le Sage-Vilaine aujourd'hui, sa situation, quel est le projet qui vous est soumis à consultation et comment contribuer. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Par contre, pour les questions orales, je préfère qu'on attende à la fin. Donc voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans le chat déjà dès maintenant. Peut-être que l'un des autres membres pourra vous répondre. Sinon, on pourra les lire ensemble après le temps de présentation. J'en ai à peu près pour 30 minutes. Je pourrais pas tout aborder, bien évidemment. C'est un document qui a pris 4 ans de travail et qui contient des centaines de présentations, mais je vais essayer de vous brosser un peu le paysage de ce sage et de ses enjeux. Donc pour rappel, quelques petits rappels sur l'eau. L'eau, c'est un cycle, le cycle de l'eau, qui commence avec l'évaporation de l'eau dans le ciel, notamment dans les océans, mais aussi directement sur nos terres, qui peut précipiter sous forme de pluie ou de neige, qui retourne, quand il précipite, il peut précipiter dans les forêts, les glaciers, mais aussi sur le sol. Ça va influencer son état. Et il va pouvoir ruisseler et retourner dans la rivière ou s'infiltrer dans nos nappes pour après à nouveau s'évaporer. L'eau, elle est partout autour de nous. On n'appelle pas notre planète la planète bleue pour rien. On estime qu'on a 1000 millions de kilomètres carrés cubes d'eau dans la planète, mais la plus grande partie est salée dans la partie disponible, la plupart est sous forme de glace et de neige permanente. Donc en réalité, l'eau douce facilement accessible, à moindre coût, elle est très rare et très précieuse. À ça, il faut ajouter, souvent on a un biais, c'est qu'on calcule l'eau disponible dans l'eau qui tombe. Sauf que dans la précipitation, il y a 60% du volume d'eau qui s'évapore directement. Ça va être plus important encore en période estivale. Donc en réalité, l'eau disponible, ça sera plutôt l'eau qui va aller s'infiltrer dans les petites nappes ou dans les cours d'eau. Donc vraiment, en réalité, il faut vraiment avoir une vision de la rareté de l'eau. Et ce soir, on va beaucoup parler de bassin versant. Et un bassin versant, c'est un territoire qui est limité par une ligne de partage des eaux. Pour vous donner une idée, sur un bassin versant, normalement, toute goutte d'eau qui tombe finira au même estuaire, au même exutoire, qu'il s'agisse d'un sous-bassin versant, donc par exemple, la toute goutte d'eau qui tombe ici finira ici, ou on peut dire l'exutoire plus important. Et c'est le cas notamment pour le bassin versant de la Vilaine, qui a plein d'affluents de très importants, comme la rivière de l'Oust, qui est une très grande rivière, qui a son propre bassin versant. Ça, c'était pour rappeler quelques éléments de contexte importants. D'où vient ce sage et dans quel cadre il s'applique? C'est une application d'une directive européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, les réglementations environnementales, elles sont surtout européennes. Et nous, ici, on est concernés par la directive cadre sur l'eau qui avait fixé comme objectif qu'à l'horizon 2027, 100% des masses d'eau en Europe soient en bon état, qu'il s'agisse des masses d'eau littorales, de rivières ou de plans d'eau. Et qu'est-ce qu'on entend par bon état? Un bon état, c'est un état qui permet de satisfaire nos usages et qui permet à nos écosystèmes et à la biodiversité de vivre sereinement, notamment pour les espèces les plus sensibles et les plus fragiles. Pour calculer ce bon état, l'Union européenne a mis en place des critères de détermination du bon état, et il faut que l'ensemble des critères d'un cours d'eau soient en bon état. Ça peut paraître dur parce que des fois on a beaucoup de paramètres, notamment par exemple sur les polluants, des pesticides, sur la diversité de la faune, de la flore, et des fois on peut avoir quasiment tous les paramètres qui sont en bon état et quelques-uns seulement qui sont en mauvais état. Mais pour vous faire une comparaison, si vous avez un résultat sanguin qui est bon, mais que vous savez que vous êtes diabétique, vous êtes quand même malade, donc on a vraiment besoin, c'est pareil pour les cours d'eau, ça reste une comparaison, mais d'avoir tous nos paramètres en bon état pour être en bonne santé.
Cette directive européenne, elle s'applique, qui est législative, c'est comme je disais, la directive européenne, puis après des réglementations françaises, qui vont venir s'appliquer à l'échelle de grands bassins versants. Il y en a une douzaine en France métropolitaine et dans les DOM-ROM. Et nous, on est sur le stage de la Loire-Bretagne, qui lui-même a déjà, on va dire, précisé les orientations de la directive cadre sur l'eau, les ambitions qui s'appliquent à notre territoire et les spécificités. Il donne déjà des grandes lignes directrices. Et le SAGE-Vilaine doit se faire dans ce cadre-là de ce grand bassin versant de la Loire-Bretagne. Et nous, on est donc à cette échelle-là du bassin versant du SAGE-Vilaine qui fixe des objectifs et des règles pour atteindre ce bon état des masses d'eau. Après, il peut lui-même être appliqué à des échelles plus concrètes, notamment pour les opérations de restauration de rivières ou pour l'application dans les documents d'urbanisme, mais ça nous concernera moins aujourd'hui, même si je pourrais y revenir. Un SAGE, désolé, j'ai pas expliqué l'acronyme, c'est ce qu'on appelle un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. C'est un document de planification qui va définir à l'échelle du bassin versant, ici de la Vilaine, des objectifs pour la protection des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques. La réglementation dit le SAGE vise une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Ce SAGE, il est composé de 2 documents principaux. Il y en a d'autres, mais ils sont moins essentiels et ils concernent moins aujourd'hui. C'est comme, j'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà eu affaire aux documents de vos communes, notamment les cartes communales, les PLU, les SCOT. C'est un peu comme un PLU, une commune. Ça a un règlement, qui est un règlement graphique et un règlement écrit, et c'est accompagné d'un plan d'aménagement et de gestion durable. Et donc le règlement, il s'applique directement à vous et à moi et à nos collectivités. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de conformité. Si par exemple dans le PLU de votre commune est concernée par le SAGE-Vilaine, elle devra appliquer tel quel le règlement, les règles qui sont présentes dans ce SAGE-là. Elle peut aller plus loin, être plus ambitieuse, mais elle ne pourra pas être moins ambitieuse. Par contre, sur le PAGD qui va fixer les grandes orientations, les objectifs et les moyens nécessaires pour mettre en œuvre toutes ces ambitions-là, c'est un simple rapport de compatibilité. Donc, c'est-à-dire que les documents plus bas, comme le PLU, par exemple, ils ne doivent pas être ne pas aller à l'encontre de ces ambitions de ces sages. Donc, ce qui est écrit dans le règlement et le PAGD, ça va jouer aussi sur leur efficience, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs tout le temps, chacun d'entre eux. Ce SAGE-là, c'est un document, mais qui l'écrit, c'est ce qu'on appelle la commission locale de l'eau. Je vais juste couper les micros, 2 secondes. Qui a un micro ouvert. Si les personnes qui ont un micro ouvert peuvent le faire, mais... Voilà. La commission locale de l'eau, donc, c'est elle qui est chargée de mise en œuvre de ce SAGE, pour le SAGE-Vilaine, mais aussi pour tous les autres SAGE qui sont présents en France. C'est vraiment souvent appelé le Parlement de l'eau, parce que c'est vraiment une instance assez particulière. On a peu d'instances publiques où sont présents à la fois et des élus, et des usagers, et des représentants des services de l'État. Le SAGE-Vilaine, on est 72 membres. C'est 39 élus, c'est un élu qui préside la commission locale de l'eau, ça va être des représentants des communes, des comités d'agglomération, mais aussi par exemple des syndicats d'eau potable ou des régions. On a 22 représentants des usagers qui sont répartis entre, on va dire, les usagers professionnels comme les chambres d'agriculture, les chambres de commerce, et les représentants, ce qu'on appelle non professionnels, donc ça va être les associations de protection de l'environnement, de pêche, les associations de kayak. On va aussi avoir sur notre SAGE, par exemple, une association des conchylicultures, vu qu'on est concerné par des problématiques à l'estuaire. Et après, voilà, on a 11 représentants de l'État. Donc, c'est ces 72 personnes qui ont travaillé pendant 4 ans sur la révision du SAGE-Vilaine. Le SAGE-Vilaine, qu'est-ce que c'est? C'est un territoire de 11 000 km², comme vous le voyez, qui fait tout l'est de la Bretagne historique. C'est 15 000 km de cours d'eau, donc il y en a vraiment partout autour de nous. Vous imaginez qu'il y en a plus de 1 par kilomètre carré autour de vous. Et la rivière Vilaine, c'est le fleuve Vilaine, c'est 230 km. On a plus de 500 communes, 6 départements et 2 régions. Donc vous voyez bien qu'on a une surface vraiment très importante. Et donc ce SAGE concerne vraiment beaucoup de personnes.
C'est un SAGE qui est assez ancien, hein, qui a été créé dans les années 2000 et qui a déjà été révisé une première fois. Donc c'est un SAGE qui est déjà connu des acteurs et où certaines opérations sont mises en place depuis longtemps. On est aussi sur un territoire où il y a beaucoup d'habitants, avec plus d'1,2 million d'habitants en 2019 sur le territoire. Avant d'avancer sur le sujet, un peu d'éléments de contexte sur le Grand Ouest. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bretagne, on est très connu, historique, on est très connu pour la pluie, mais en fait, c'est une information assez erronée. Il pleut en effet beaucoup à l'ouest de la Bretagne, plus de 1400 mm par exemple sur le territoire de Brest, mais sur le territoire de Rennes, on est à peine à 700 mm, ce qui est une pluviométrie, pour comparer, à celle de Montpellier. Donc on a vraiment en réalité sur l'est de la Bretagne des pluviométries assez faibles. Et à ça, il faut ajouter le fait que la Bretagne historique, on est très connu pour notre schiste et notre granit. Tout le monde connaît un peu Obélix et ses menhirs. Donc le granit et le schiste, c'est des roches qui sont très imperméables. C'est pour ça qu'on a plein de rivières, mais ce qui fait qu'on a très peu de nappes phréatiques. Donc les Bretons, on puise notre eau dans nos rivières et nos barrages. Ce qui fait que cette eau-là, elle est forcément plus fragile face aux périodes de sécheresse ou aux pollutions de l'eau. Ça, c'est pour des éléments de contexte globaux. Le SAGE-Vilaine, aujourd'hui, au dernier état des lieux qu'on a fait, qui sont des états des lieux qui sont faits à l'échelle de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, en 2019, on avait 92% des masses d'eau qui étaient dégradées. On n'a que 8% des cours d'eau qui sont verts, là, qui sont en bon état. Ce qu'on constate aussi, c'est que souvent on a des pollutions qui sont cumulatives. On a des cours d'eau qui sont très aménagés. On peut penser par exemple au parking de la Vilaine sur Rennes, le fait que la Vilaine soit sous notre sol. On a beaucoup de zones humides qui sont dégradées et on a beaucoup d'apports aux cours d'eau par des pollutions diffuses et les rejets de nos stations. Donc on est vraiment sur un territoire où il y a des fragilités qui sont nombreuses. C'est pour ça notamment qu'il avait été choisi de faire une révision en 2020 aussi, parce que on avait, en plus de cet état des lieux assez déprimant, identifié que le SAGE actuel, il était rédigé de manière pas forcément très claire et qu'on n'avait pas pris en compte de nombreux éléments du champ de réglementaire nouveaux, notamment en rapport avec le SDAGE, et que des thématiques pourtant très importantes étaient pas du tout traitées à la hauteur sur les questions, par exemple, de changement climatique ou d'assainissement. Donc, par exemple, sur le SAGE-Vilaine actuellement, on a très peu de mesures qui concernent les questions quantitatives, alors vous voyez bien qu'on a un territoire en réalité très fragile sur ce sujet-là. Donc pour toutes ces raisons, la Commission locale des lots a décidé le 3 février 2022 à l'unanimité de lancer une révision, en mettant par contre deux garde-fous, d'avoir une large participation tout au long de la consultation du public, notamment par la création d'un site et d'une concertation préalable, mais surtout de ne pas revenir sur les ambitions actuelles du SAGE. On ne pourrait faire que mieux, pas moins bien. Un SAGE, la révision d'un SAGE, c'est plein de phases successives. Je reviendrai pas ce soir là-dessus. Par contre, si vous avez des questions, je pourrais essayer de d'y répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on part bien de l'état des lieux, qui permet d'avoir une vision de la réalité de la situation. Après, on va faire des diagnostics et des prospectives qui vont permettre d'y ajouter toutes les questions à l'horizon 2040, combien de population on aura sur le territoire, quelles seront les activités économiques, comment le changement climatique va impliquer tout ça. Ça permet d'avoir des scénarios plus ou moins optimistes. Et sur ces scénarios-là, la clé a dû se décider à retenir des orientations et des règles qu'elle souhaite mettre en place pour éviter les situations les plus catastrophiques et améliorer la situation du SAGE-Vilaine. C'est comme ça que se fait la révision du SAGE-Vilaine, mais de tous les autres. C'est vraiment des étapes, on va dire, obligatoires. Comme je vous disais, comme on est sur un très grand SAGE, cette révision, elle a souvent été aussi organisée par sous-bassin versant. On a eu souvent des réunions de travail à des échelles de bassins hydrographiques, avec notamment des états des lieux qui sont disponibles à chaque fois pour ces sous-bassins versants. Ça permet aussi de ressortir les problématiques particulières. Par exemple, évidemment que sur le Vilaine aval, on a des problématiques qui sont que seul ce territoire-là connaît. Donc ça permet aussi d'approfondir les ambitions sur ces sujets-là par sous-bassin versant. Donc on a le bassin versant de l'Oust et ses affluents qui est un premier grand bassin versant, la Vilaine amont est et ouest, les bassins versants de Cherdon-Isaac
et l'estuaire de la Vilaine. Qu'est-ce que nous disent les premières étapes de travaux? J'ai un peu mélangé les étapes, mais c'est pour vous donner quelques idées les plus importantes. Je ne reviendrai pas sur tous les sujets, mais je voulais vous ressortir quelques problématiques qui sont importantes. Donc on est sur un territoire qui est très fragile face aux crues. On est connu pour les inondations sur la Vilaine, mais pas, qui concerne plus de 12 000 logements aujourd'hui. Et aussi y associer la question du risque d'érosion côtière et du montée du niveau de la mer avec 20 cm au minimum entre 2040 et 2060. Mais aussi à ça, il faut ajouter ce que vous voyez en orange sur cette carte, qui sont tous les risques d'inondation par érosion, qui sont les risques liés aux pluies très violentes qu'on va connaître de manière de plus en plus importante. Vous avez peut-être entendu parler il y a 15 jours des pluies violentes qu'il y a eu en Côte d'Armor et qui ont coûté la vie à une personne. Et donc, toutes ces zones oranges peuvent être concernées par ces pluies, on va dire, très, très courtes, qui sont pas forcément des endroits qu'on aura des pluies, des inondations en permanence, mais c'est des zones de fragilité. Et paradoxalement, comme je disais, on a un territoire avec des sécheresses assez importantes, et donc des territoires où on a déjà ce qu'on appelle des étiages. L'étiage, c'est le moment de l'année où la rivière est le plus bas, qui sont très très forts sur certains endroits, et qui sont aggravés par soit des facteurs naturels, mais souvent des facteurs anthropiques. Notamment, on a de nombreux prélèvements pour nos usages qui viennent encore abaisser le niveau de ces rivières et qui font peser maintenant, aujourd'hui, des conflits d'usage parce qu'on n'arrive pas à trouver de nouvelles ressources. Et il y a des études qui sont faites en parallèle de la révision sur ce sujet-là pour un peu connaître plus précisément la situation de ces prélèvements et de ces consommations et de la capacité du territoire. Ce qu'on peut faire un peu un premier bilan sur cette partie-là, c'est que le changement climatique, il va venir intensifier ces problématiques avec une hausse des températures moyennes, une intensification et le prolongement des sécheresses et une augmentation de l'évapotranspiration. Tout ça, ça va avoir de nombreux impacts sur les milieux aquatiques, avec une augmentation de la température de l'eau, de la réduction des débits des rivières au moment estival et des essais plus fréquents. On va aussi avoir une augmentation paradoxalement des besoins en eau, parce que s'il fait plus sec, on aura plus besoin d'eau, ou s'il fait plus chaud, par exemple, quand on a des canicules, on a besoin de plus de consommer d'eau, et donc des besoins d'eau plus importants au moment les plus fragiles. Autre élément de fragilité, on a un territoire, comme je vous disais, où les rivières sont très abîmées, c'est-à-dire qu'on les a beaucoup transformées. On a fait beaucoup de travaux qui ont un impact négatif sur le forme et la débit de la rivière. Ce qu'il faut imaginer, c'est que nous, normalement, une rivière, elle a des méandres, elle serpente, et que souvent, dans les années 60-70, dans une période des remembrements, on a fait ce qu'on appelle recalibrer les rivières. Donc, on a voulu sortir l'eau le plus vite des parcelles ou des villes. Et donc, on a fait des sortes de tuyaux, un peu, par exemple, comme la Vilaine à Rennes. Et donc, ça, ce qui fait que ça altère beaucoup la capacité des rivières face aux moments les plus fragiles et notamment à gérer les pollutions. Je ne reviendrai pas sur toutes les pollutions, mais je voulais vous montrer cette carte de la contamination aux pesticides mesurée sur le sage Vilaine, où vous voyez que dans de très nombreux points, on prélève plus de 37 pesticides. On constate la présence de plus de deux pesticides différents dans chaque prélèvement, et ça peut monter à 84 à de nombreux endroits. Donc vraiment une contamination généralisée aux pesticides qui ont un impact sur les questions en eau potable, mais aussi sur le fonctionnement des milieux, sur la présence d'espèces fragiles. Et puis bien sûr, on suit relativement bien, même si c'est pas suffisant, les pesticides, mais on sait qu'on a de nombreuses sources d'autres contaminations, les substances médicamenteuses, les hormones, tout ce qui est PFAS, qu'on connaît encore très mal. Donc on a vraiment une exposition sur le territoire de la Vilaine qui est très importante. Tout ça, ça va venir en plus, ces questions de pollution diffuse, elles vont, si on regarde les évolutions probables d'aménagement du territoire, c'est bien des évolutions probables, on ne sait pas si c'est ça qui se passera, mais on estime qu'on aura un maintien du cheptel, par exemple bovin, mais qui sera moins en prairie et plus en culture fourragère. Les statistiques, c'est ça qu'elles nous disent, ça ne veut pas dire que ce sera ça qui arrivera. De même et que les cultures hors sol continueront, notamment avec des augmentations de surface en céréales. Et donc ça, par exemple, ça fait peser des risques d'augmentation de fuite d'azote et des produits et de pesticides. Et on sait qu'on a une forte augmentation de population. Vous voyez,
on estime à plus 36% sur le territoire de la Vilaine Amont et 22% par exemple sur la Cherdon-Isaac. Tout ça, ça viendra en plus dans le contexte de changement climatique. On peut imaginer constater des réductions des débits en période de sécheresse. Et donc, des rivières qui sont à débit très faible, ça veut dire que toute petite pollution aura un impact d'autant plus important. Et une vulnérabilité des zones humides avec un risque de disparition des zones humides ou de la perte d'une partie de leur fonction tampon, donc de limitation de pollution ou de sécheresse sur certaines parties du territoire. Une augmentation de l'érosion et du ruissellement lors des événements extrêmes de pluie intense, et donc des pressions sanitaires accrues sur les cultures. Donc ça, c'était les scénarios et qui ont orienté les choix de la commission locale de l'eau pour essayer d'éviter d'arriver à ces situations. C'est bien ça l'objectif, c'est en fonction des probables évolutions du territoire, comment maintenir ou améliorer l'état de nos eaux sur le territoire de la Vilaine. Donc là, je vais vous présenter un peu rapidement le SAGE, ce qui a été décidé d'être retenu et ce qui est soumis aujourd'hui à la consultation du public. Le SAGE, il est organisé en 5 grands thèmes: la qualité des eaux, les milieux naturels, la gestion quantitative, les risques inondations et la communication et la gouvernance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a 210 dispositions et 7 règles, et on passerait à 70 dispositions et 15 règles dans le prochain SAGE, pour vous donner une ordre de comparaison. Vraiment une modification assez importante du SAGE. Chaque partie, là par exemple pour la partie sur la qualité des eaux, est organisée entre des objectifs généraux qui doivent orienter les actions du SAGE. Donc, par exemple, l'objectif général, c'est d'atteindre le bon état écologique et de lutter contre l'eutrophisation des eaux. Et par exemple, un objectif important, et qui était déjà présent, c'est déjà un objectif actuel du SAGE, mais on voit bien qu'on ne l'atteint pas, c'est que dans nos cours d'eau, nous ayons des concentrations de pesticides qui soient les concentrations de pesticides qu'on peut donner pour l'eau potable. Donc c'est des concentrations très faibles. Ça, c'est un des objectifs du SAGE, c'est un des objectifs qui se donne pour l'instant qu'il n'atteint pas. Par exemple, un autre objectif que se donne le SAGE, c'est que les qualités des eaux de baignade soient de qualité excellente et que les zones conchylicoles soient classées en zone A, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Mais c'est les objectifs que se donne le SAGE aujourd'hui, qui est soumis à la consultation. Pour ça, pour obtenir ces objectifs-là par grande thématique, il y a des orientations. Je ne vais pas toutes les présenter, mais je vais vous en présenter 2-3 pour que vous ayez une idée de tous les sujets sur lesquels peut travailler le SAGE. Une orientation qui est bien connue, c'est les questions agricoles. Et donc l'orientation 2, ici, c'est de maintenir et développer une agriculture viable et garante d'un bon état des eaux. Et pour ça, par exemple, elle demande de maintenir les systèmes favorables à la préservation de la qualité des eaux. Et elle a, par exemple, comme objectif d'avoir 40% de la surface du territoire en bio d'ici 2040. Elle a aussi mis en place une nouvelle règle qui a beaucoup fait parler, qui est l'interdiction d'herbicides maïs sur les secteurs à risque d'érosion fort des aires d'alimentation de captage prioritaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que dans ces 4 zones oranges, qui sont des captages qui sont considérés prioritaires parce que on a constaté aujourd'hui déjà qu'ils sont largement contaminés aux pesticides, et c'est des captages qui alimentent beaucoup de personnes. Donc ces captages qui sont considérés comme particulièrement importants pour le territoire. Sur ces territoires-là, dans les zones d'érosion favorables où le risque de ruissellement est le plus important, il sera interdit d'utiliser des herbicides sur les cultures de maïs. C'est la seule restriction qui est envisagée aujourd'hui, et il y a 3 dérogations qui sont possibles, notamment sur des questions de climat ou de lutte contre des espèces très résistantes et qui posent des problèmes sanitaires. Ça, c'est la proposition qui a été validée par la CLE. Mon association et plusieurs autres auraient voulu des ambitions plus fortes, mais c'est ce qui a été voté. Vous imaginez bien ce que je vous présente, c'est pas forcément ce que nous on aurait toujours souhaité, mais c'est ce qui est aujourd'hui retenu. Ça ne veut pas dire que dans la consultation, vous ne pouvez pas demander d'aller plus loin. Une autre orientation, par exemple, qui est importante aussi, c'est la question de la gestion des effluents domestiques et industriels. Et donc, par exemple, une des propositions d'amélioration du SAGE, c'est d'intégrer le changement climatique dans les rejets des assainissements collectifs, notamment, et des industriels. C'est notamment pour que les stations d'épuration
elles n'aillent pas faire des mêmes rejets quand le cours d'eau est à son débit maximum en plein hiver qu'en période estivale, où il y a un tout petit filet d'eau, et si les rejets sont trop concentrés, ça pourrait impacter très fortement le cours d'eau. Donc il y a vraiment des nouvelles ambitions qui n'étaient pas présentes avant, et il y a une nouvelle règle, par exemple, sur les zones littorales. Le SAGE demande de recourir à des traitements par le sol de manière obligatoire pour les assainissements individuels en zone littorale. Ça concerne pas beaucoup de territoires, c'est une quinzaine de communes, hein, mais c'est une règle qui n'existait pas auparavant, et c'est pour limiter les rejets directs qui auraient des impacts trop importants sur les zones conchylicoles notamment. Un autre élément qui concerne le SAGE, c'est limiter les activités de loisirs et professionnelles dans le baie et l'estuaire de la Vilaine. Et pour ça, il n'y a pas eu beaucoup de révolution dans le SAGE, on est plutôt sur un renouvellement des choses qui sont déjà mises en œuvre, avec par exemple des interdictions de rejet direct dans les eaux de carénage, ou des chantiers navals et des ports à sec dans les milieux aquatiques. Donc voilà, le SAGE, la consultation, elle n'a pas toujours revenu sur augmenter les ambitions de tous les sujets. Il y a des choses qu'elle a simplement renouvelées. Le deuxième grand objectif, ça concerne les milieux naturels, avec l'objectif de limiter la perte de biodiversité. Alors, on a l'objectif de l'atteinte de bon état potentiel écologique ou objectif moins strict à l'horizon 2027. Vous vous rappelez, au début, je vous disais que la directive cadre sur l'eau souhaitait qu'on ait 100% des masses d'eau de l'Europe en bon état à l'horizon 2027. Aujourd'hui, on est à 8% sur le bassin versant de la Vilaine. Nous, on aurait souhaité avoir des ambitions plus fortes, mais ça n'a pas été retenu, ce qui fait que le SAGE part plutôt sur un territoire de 30-40% à l'horizon en bon état à l'horizon 2027. Et malheureusement, on peut déjà vous dire qu'il y a peu de chances qu'on l'atteigne. L'objectif du SAGE, c'est aussi par contre qu'à l'horizon 2050, toutes les masses d'eau sont en bon état. Pour cela, sur les missions naturelles, il y a eu pas mal de renforcement des règles, notamment sur les documents d'urbanisme pour qu'ils protègent mieux, pas que les cours d'eau, mais aussi ce qu'on appelle les éléments structurants. Les éléments structurants, ça va être les haies, ça va être la ripisylve, ça va être les petites mares, pour qu'ils soient mieux protégés dans les documents d'urbanisme. Et il y a une règle qui est devenue beaucoup plus ambitieuse que dans le précédent SAGE, c'est la règle d'interdiction de destruction des zones humides, qui est maintenant s'applique dès le premier mètre carré, et qui, si on n'est pas dans les exceptions, on ne peut pas détruire de zones humides sur le territoire. Et les exceptions ont été largement raccourcies. Jusqu'à présent, on en avait une quinzaine. Et là, on n'en aura plus que 6-7 pour des usages très particuliers d'intérêt général ou pour des continuités d'activité. Ou par exemple pour la restauration des mares. Il y a d'autres règles, par exemple sur des règles d'interdiction de création de plans d'eau qui ont été renforcées. Puis il y a des choses beaucoup plus concrètes, avec la poursuite des opérations de restauration de la continuité écologique ou l'incitation des documents d'urbanisme à comprendre des listes d'espèces invasives interdites. Donc voilà, le SAGE est vraiment, il concerne des sujets très variés. D'autres règles qui sont intéressantes, comme je vous disais notamment, c'est les règles de protection des bons fonctionnements des cours d'eau, ou des choses comme par exemple un appel de service de l'État à instaurer un moratoire sur la pêche à la civelle dans l'estuaire. La civelle, c'est un poisson qui est très fragile et qui est en danger des critiques d'extinction. Sur les questions de gestion quantitative, je ne vais pas revenir sur tous les objectifs. Je vais quand même revenir sur l'ambition de réduire les prélèvements de 10% d'ici 2030 par rapport à 2019, comme le demande le plan eau du gouvernement depuis plusieurs années. Et, sachant que, comme je vous l'ai montré depuis tout à l'heure, on est sur un territoire où il y a de plus en plus de population et d'activités économiques. Donc c'est vraiment une ambition importante et qui commence à porter ses fruits sur certains territoires. Il y a eu plusieurs propositions de règles sur les questions quantitatives. La problématique, comme je vous disais, c'est que c'est un sujet où on a besoin d'études très précises pour comprendre qui prélève l'eau et à quel moment et pour quels usages. Et là-dessus, aujourd'hui, on a peu de connaissances. Donc, il y a plusieurs règles qui seront appliquées plutôt dans un deuxième temps en fonction de ce qu'on appelle les résultats des études qu'on appelle hydrologie, milieu, usage et climat, qui ont pour objectif de connaître à l'échelle de ce que vous voyez là, les sous-bassins versants du Semnon, de la Cher et de la Vilaine, de comprendre vraiment comment s'organise la question quantitative, les prélèvements, comment est le milieu. Et donc pour l'instant, il y a eu quelques renforcements de règles.
mais ça sera peut-être dans un deuxième temps qu'il y aura encore plus de propositions ambitieuses. Et le dernier grand point, ce sera sur les risques, sur la gestion des risques inondation et de submersion notamment. Avec une règle aussi assez ambitieuse sur ce sujet-là, avec une nouvelle règle de création qui viendrait limiter la constructibilité des zones d'expansion de surplus, ce qu'on a vu en orange tout à l'heure, notamment l'interdiction de nouvelles installations et d'ouvrages dans ces zones, sauf exception, encore une fois, qui sont ciblées. Mais ça n'existait pas, et sachez que pour l'instant, on a encore plein d'endroits où on a des constructions qui se font à 4 mètres du cours d'eau, sous prétexte qu'on n'est pas en zone inondable. Mais c'est pas pour autant que le cours d'eau ne peut pas sortir. Les zones inondables, c'est les zones où on sait que les inondations sont très récurrentes, mais hors les zones inondables, on peut faire face à des situations d'inondation. Et après, pour, on va dire, organiser, mettre en œuvre ce SAGE-là, il y a une partie sur la gouvernance, qui est vraiment plus sur la question de la sensibilisation et la coordination, notamment comment on communique, comment on suit le fait qu'on atteigne ou pas ces objectifs, et comment on s'organise la clé là-dessus. Alors, j'ai fini avec la partie un peu technique. Comment vous pouvez contribuer? Alors, pour rappel, justement, le public il a été associé dès 2023 dans le cadre de la concertation préalable sur ce sujet-là, avec plus de 3500 réponses à des questionnaires. Et les personnes avaient été ensuite invitées à faire part à des ateliers pendant près de 6 mois. Sachez que ces résultats d'ateliers nous ont vraiment été présentés et ont vraiment permis aussi d'orienter nos actions et nos propositions d'orientation sur les ambitions du SAGE. Par exemple, sur les questions des pesticides, il ressortait des débats des citoyens qu'il y avait une forte attente sur la diminution de l'utilisation des pesticides, mais que par contre on savait que ça serait compliqué pour certaines personnes du monde agricole. En face, les citoyens disaient qu'ils étaient prêts à payer plus cher, c'était pour des opérations ambitieuses de protection de la ressource en eau. C'était que ça ressorti cette étude, ça ne veut pas dire que c'est un choix déterminé, mais ça a permis d'orienter les actions proposées. Pour la consultation concrètement, vous avez 2 sites qui sont importants. Le site de la consultation qui est vraiment le lieu privilégié pour déposer votre contribution, et le site de la révision du SAGE Vilaine qui vous apportera de nombreuses informations sur le SAGE, sur les procédures de révision. Vous aurez même tous les comptes rendus de nos réunions, les diaporamas qui ont été présentés au moment de la clé, tous les documents sur l'état des lieux. Ça, vraiment, vous aurez toutes les informations. Ça peut d'ailleurs être un peu fouillis parce que justement il y a beaucoup d'informations sur ce site-là, mais vous pourrez retrouver toutes les informations sur la Vilaine. Alors, qui peut contribuer? Tout le monde peut contribuer. Néanmoins, on invite quand même en priorité les gens, les habitants et habitantes et personnes qui travaillent sur le territoire à contribuer, et tous ceux qui sont concernés par le SAGE. Par exemple, notamment, on a le barrage d'Arzal d'eau potable, qui alimente en grande partie tout le Morbihan et tout le territoire de Saint-Nazaire. Donc ces personnes-là sont aussi concernées par la qualité de l'eau du SAGE Vilaine. Pour contribuer, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de contribuer avec votre mot, votre expérience, votre vécu, et d'éviter le copier-coller de nos réponses, même si vous pouvez évidemment vous en inspirer. Vous pouvez contribuer, comme je vous le disais, sur le site de la préfecture ou en envoyant un mail à la préfecture. Mais vraiment, nous, on vous invite plutôt à contribuer sur le site de la consultation, parce qu'en plus, votre contribution sera visible. Vous pouvez demander à être anonymisé, on ne verra pas votre nom, mais on verra ce que vous avez écrit. Est-ce que ça sera lu? Comment c'est traité un peu après votre contribution? Tous les retours sont traités, et il y aura un bilan exhaustif qui sera présenté par les techniciens. Ça avait déjà été le cas, et d'ailleurs, c'est dans les documents qui sont soumis à consultation du public. Il y aura déjà eu un bilan de la consultation de ce qu'on appelle les personnes publiques associées, qui sont grossièrement les collectivités, les chambres d'agriculture, toutes les personnes un peu concernées par le SAGE. Et il y avait eu près de 700 remarques, et il y a eu un document de réponse de 200 pages pour répondre à ces questions-là. Et comment ça influe sur le document? Alors là, il y a plusieurs alternatives. Soit votre proposition n'est pas retenue, et on expliquera dans le bilan pourquoi la proposition n'est pas retenue. Soit elle est retenue et elle est soumise au vote de la clé, qui décide ou non de la valider. Des fois, nous, on fait des propositions, des fois elles sont acceptées, des fois elles sont pas acceptées. Puis après, la clé décide de voter sur le document final. Et là, il y a 2 alternatives. Soit on a très fortement modifié le document,
c'est ce que souhaitent faire la Chambre d'agriculture et la FNSEA. Et donc, on doit repartir sur une phase de consultation du public parce qu'on a modifié très fortement le document. Et donc, on est reparti pour 6 mois de consultation. Soit on décide de valider le document, et là, il ne restera plus que la signature des préfets, des 6 préfets de département, qui peuvent signer le document, mais sachez-le, ils peuvent modifier le document. C'était ce qui s'était passé pour le SAGE de 2015. Le préfet avait rajouté, contre l'avis de la CLE, ça avait vraiment été mis comme ça, la CLE avait dit non. Ils avaient rajouté une exception pour permettre certains projets sur le territoire du SAGE-Vilaine, pour pas le nommer, pour permettre le projet de Notre-Dame, d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ils avaient modifié a posteriori après toutes les étapes, donc c'est un risque aussi de modification à la toute fin par les préfets du SAGE. Et donc il y aura plusieurs éléments de mobilisation à venir sur le SAGE. Moi, je vous disais justement, je vais faire une soirée d'information pour le public en visio le mercredi 29 octobre à 17h. On aura aussi un ciné-débat à Manivelle-à-Redon le 5 novembre qui est organisé par le collectif Sans Pesticides et qui pourra vous donner plus d'éléments. Et il y aura sûrement d'autres événements qui seront organisés par vos structures. Et voilà, j'en ai fini pour moi.